Cher Philippe de Villiers, vous voici de retour et pour notre plus grande joie à Versailles, dans ce théâtre montancier devenu si cher au cœur des éveilleurs d'espérance et dans lequel nous avons le grand honneur de vous recevoir pour la 3e fois. Au nom des éveilleurs d'espérance et en votre nom à tous, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier sa directrice, Geneviève Dichand, qui nous permet depuis 4 ans de joindre à l'utilité de nos débats la joie de goûter à la vérité, de la beauté et de l'esthétique de ce lieu sublime. Merci Geneviève Dichand. Cher Philippe de Villiers, il y a quelques années, vous avez renoncé à la politique active pour vous consacrer à la métapolitique. Moi qui, vous le savez, ai toujours été un fidèle exalté et un fan inconditionnel, je ne peux que constater depuis que vous êtes devenu un homme métapolitique, vous n'avez jamais été autant un homme politique. Car, au fond, ce qui trame votre action depuis 40 ans, c'est de pouvoir faire et transmettre. Faire en Vendée, à travers l'œuvre extraordinaire du Puy du Fou, dont vous êtes le créateur, mais aussi le gardien vigilant et, je dirais, le fidèle compagnon des ombres, pour reprendre une expression chère à Michel de Gégère. Faire aussi en Vendée, à travers les heures glorieuses du Conseil général, que vous avez servi et dirigé pendant 22 ans, pour faire de ce département oublié une terre de conquête dans tous les domaines. Transmettre aujourd'hui à travers votre œuvre littéraire, dans laquelle vous souhaitez redonner aux Français l'amour de leur pays, en les invitant, selon vos propres mots, à cueillir des fleurs de civilisation et à goûter à la sève de leurs racines éternelles. Parmi ces racines, il y a Clovis et son mystère. Mystère d'un envahisseur barbare romanisé, mystère d'un roi pacificateur, législateur, dont le baptême a fait basculer le destin de l'Europe. En redressant le glaive tombé de Rome et en dessinant le premier les futurs contours de l'unité française, Clovis est devenu le roi fondateur et un homme providentiel. 1500 ans plus tard, une autre migration envahit la France. Malheureusement, elle n'est pas conduite par Clovis et plus personne ne semble capable de tenir tête aux nouveaux envahisseurs barbares. Alors, cher Philippe de Villiers, vous qui nous apprenez aussi dans ce livre que l'histoire est imprévisible, puisse l'exemple de Clovis nous donner ce soir et donner aux éveilleurs d'espérance la conviction qu'une civilisation qui se défend ne meurt jamais. Très belle soirée à tous. Lorsque je faisais de la politique, je me mettais debout parce que c'était souvent des harangues. Un imprécateur est toujours debout. Mais maintenant, je m'assois. Ce n'est pas parce que j'ai vieilli, c'est parce que c'est plus facile quand on raconte. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire. Auparavant, je voudrais saluer des personnalités qui sont ici, éminentes, qui nous ont fait l'amitié de prendre sur leur temps. Alors, je ne veux pas les oublier, je vais les saluer. Je mets mes lunettes d'écrivain. Vous avez l'air un peu tendu, hein ? D'abord, je voudrais saluer un Versaillais, qui est un ami personnel, que j'aime beaucoup, et qui est un des plus grands philosophes de notre temps, qui s'appelle François-Xavier Bellamy. Et il vient de publier un livre qui est vraiment remarquable, qui s'appelle Demeure, qu'il faut lire. C'est vraiment un livre neuf, avec une parole vivifiante. Je voudrais saluer parmi nous Jean-Marie Lemené, le président de la Fondation Jérôme Lejeune.
le saluer pour son intelligence, sa subtilité et son courage. C'est une parole prophétique. Je voudrais saluer une personne sans laquelle le livre dont je vais parler dans un instant n'aurait pas vu le jour, parce qu'il a bien voulu me relire, et ses conseils ont guidé le chemin de mes hardiesses. Je veux parler de Michel de Gégère, le directeur du Figaro Histoire. Et si j'ai changé la date du baptême, que vous le verrez en lisant mon livre, c'est de sa faute. Et je voudrais recommander son dernier livre, Un automne romain. Pour ceux qui connaissent son œuvre, il a commis entre autres un livre définitif sur la chute de l'Empire romain, Les derniers jours, La compagnie des ombres, et le dernier est une gourmandise de l'esprit, Un automne romain. Je voudrais saluer une autre personnalité, un grand historien dont on parle beaucoup en ce moment, qui vient d'écrire Les vérités cachées de la guerre d'Algérie, que vous connaissez tous à Versailles, Jean Sévillat. Je voudrais saluer quelqu'un qui m'a fait la surprise d'être là ce soir, qui est plus souvent au Canada qu'en France. C'est une grande figure de la vie culturelle canadienne et québécoise. C'est le seul sociologue qui n'est pas sociologue, le seul Québécois qui soit vraiment québécois, et le plus français des Québécois. Voilà. Mathieu Bock-Côté. Je voudrais saluer la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gabrielle Cluzel. Et je voudrais saluer un jeune directeur de rédaction qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Et je voudrais saluer deux journalistes. Un journaliste qui s'appelle Bastien Lejeune, très talentueux, qui travaille avec Geoffroy. Bastien, voilà. Et je voudrais raconter une petite anecdote. En regardant les images dimanche soir, sur toutes les chaînes de télévision, il y avait une image volée d'un gars qui brandissait un panneau en carton sur lequel il avait écrit au goudron « Plus de Dornelas, moins de Pujadas ». Charlotte Dornelas. Et puis je voudrais saluer les deux frères, Nicolas et Benoît. Merci à Nicolas de m'avoir accueilli, merci à Benoît, Sévilla. Les éveilleurs d'espérance. J'avais, dans un précédent livre, restitué une confidence d'Alexandre Solzhenitsyn lorsqu'il m'avait dit, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, en 1993, « Vous verrez, Philippe, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. » Et en fait, quand j'étais venu ici, à Versailles, devant une foule nombreuse et enthousiaste, je m'étais dit, voilà, les dissidents, ils sont là, avec leurs petites lucioles, ils sont sortis de leurs catacombes, voilà, ils ont des gilets blancs, ou jaunes, ils sont là. Donc merci aux éveilleurs d'espérance qui pratiquent la définition de l'espérance de Bernanos. L'espérance est un désespoir surmonté. Ce matin-là, à Versailles, c'est là que tout a commencé.
de l'histoire que je vais vous raconter. Le soleil précoce d'un printemps qui n'était pas encore installé venait à la rencontre du roi Soleil. Une délégation de plénipotentiaires attendait à la porte du château qui n'était pas terminé. Cette délégation venait des Pays-Bas espagnols, encore espagnols, d'une petite ville qui s'appelait Tournai. Cette délégation voulait voir le roi, lui parler. Elle était conduite par le directeur des Antiquités royales, une sommité qui répondait au nom de Chiflet. Le roi refuse de recevoir la délégation. Il est trop occupé. Il y a un traité avec l'Angleterre à signer. Il y a une séance de flagellation au Parlement pour corriger les magistrats. Il y a le pape qui vient de mourir, et donc la nécessité pour le roi de France, tout en respectant l'indépendance de l'Église et du conclave, et surtout du Saint-Esprit, d'aller voir quand même ce qui se passe là-bas. Des fois qu'on pourrait avoir un pape favorable aux intérêts français. Donc il est très occupé. Il est trop occupé. Mais quand on lui dit Tournai, il dit « Ah, Tournai, ça c'est une ville que je voudrais bien avoir ». 10 ans après, il l'aura. La guerre de dévolution. Et là, il y a Vauban qui insiste, qui est un ami de Chiflet, et qui lui dit « C'est une affaire familiale ». Le roi cède. Il accepte de recevoir la délégation. Et il entend le récit de ce monsieur Chiflet. Le récit qui est le suivant. Il y a 2 ans, le 27 mai 1653, un ouvrier terrassier, sourd-muet, Adrien Quinquin, c'est son nom, avec sa pioche, creusait dans un merlon, croyait-il. Et en creusant dans le merlon pour les fondations d'un futur hospice, il a transpercé une bourse d'où se sont échappées des pièces de monnaie à l'effigie de l'empereur Zénon. Alors il a appelé au secours. La population est venue à la rescousse et les autres terrassiers ont creusé. Ils sont tombés sur une chambre funéraire avec un coffrage de bois. Le roi interrompt le récit pour dire « Et en quoi ça me concerne ? Sire, ça vous concerne parce qu'il y avait une dépouille au fond du coffrage. Une dépouille, laquelle on a trouvé un paludamentum criblé d'abeilles d'or. On a trouvé aussi une fibule cruciforme, donc des vestiges romains. Mais on a aussi trouvé des vestiges germaniques. Une spata, une épée longue, un scramasax, une épée courte, et surtout une framée. La framée, c'est le sceptre, l'équivalent du sceptre pour les Francs. Alors le roi interrompt le récit, et comme il est pressé, il pose une question d'homme pressé, il dit alors, c'était qui ? Et la réponse arrive. On sait qui c'était parce qu'on a trouvé un anneau sigillaire. Et le sceau figure le visage
d'un roi mérovingien qui était à la fois un chef barbare et un dignitaire romain. C'est pour ça qu'on a trouvé des vestiges des deux. Et il avait écrit Childerici Regis, le roi Childéric. Le roi est surpris et même bouleversé. Il connaît Childéric. Le roi Louis XIV, c'est un roi cultivé, ce qui n'est pas un pléonasme. Childéric. Childéric, le fils de Mérové, petit-fils de Clodion, arrière-petit-fils de Pharamond, Marcomir. Donc en fait, c'est le premier roi mérovingien qui va marquer l'histoire, après Mérové, dont on connaît mal la vie. Et immédiatement, le roi pense à un petit garçon, qui est le fils de Childéric. Il n'a que 15 ans, nous sommes en 481. Ce sont les funérailles royales du roi Childéric. Et Louis XIV, qui connaît le protocole, le rite le plus ancien, celui des Mérovingiens, refait dans sa tête les funérailles, le tumulus, la chambre funéraire, les alignements des tentes de bœuf devant lesquelles se trouvent les entrustions, la garde personnelle du roi Childéric, des vieux soldats qui attendent d'être passés en revue par le prince, le petit prince chevelu, le lionceau, qui n'a que 15 ans, Clovis. Alors commence, sous les yeux de Clovis, éberlué, en larmes, tremblant, le rituel. Les étalons de l'écurie royale se mettent au pas de cérémonie. C'est la cavalcade rituelle. Ils ont évidemment la tête tressée, les morts, les selles, les reines sont incrustées de pierreries. Ils tournent autour du tumulus. Leur frissonnement les prépare au sacrifice. Parce que, selon la croyance des Francs, la monture du mort accompagne le mort dans le Valhalla pour la chevauchée suprême. Clovis sait que son père sera ce soir avec Wotan, les Valkyries sur leur nuage de soufre. Là-haut, on continue à festoyer, à combattre, à chevaucher. La chevauchée posthume. Et puis vient le moment, commandé par la mère, Basine, la femme de Childéric, coutume thuringienne, coutume germanique, le bardite. Le bardite, l'hommage à Pharamond et l'hommage à Childéric. Le petit Clovis pleure. Il tremble de peur à l'idée que demain, c'est lui qui va remplacer le roi. Il pleure en pensant à son père qu'il regarde pour la dernière fois au fond de la chambre funéraire. Son père, les souvenirs de chasse, préposé au carquois pour préparer les flèches. La chasse dont son père lui disait, tu sais, Clovis, la chasse pour nous, c'est la guerre du temps de paix. Les escarmouches, les embûchements contre les Saxons, les Alains,
avec son père qui l'emmenait à la fin, quand il a eu sa majorité à 12 ans. Et c'était lui-même qui était préposé pour aller chercher de la chair crue de poulet corrompue que les femmes qui accompagnaient les hommes à la guerre glissaient dans leurs gorgerettes pour se rendre incomestibles aux agressions des Alains et des Saxons. Tellement l'odeur était forte. À l'époque, les Alains et les Saxons disaient des Francs, les hommes suent et les femmes puent. Avec Chiappa, c'est l'inverse. Et puis, Clovis pense à cette phrase qu'il a entendue le jour de ses 12 ans, lorsqu'il a eu sa première framée. Son père lui a dit « Il faut que tu laisses monter en toi les sèves des grands acharnements. Les entrustions ne sont pas faciles. Ils vont te fixer dans les yeux. Dès que tu seras hissé sur le pavois, il faut que tu aies toi-même, il faut que tu travailles tes yeux. Il faut que tu aies des yeux de tempête, de la couleur d'une mer orageuse. » Clovis pense à tout cela. Il n'a que 15 ans. 15 ans pour nous, c'est tout petit. À l'époque, c'était grand, puisque sa majorité est à 12 ans. Il pense à sa mère, la thuringienne, habile dans la prémonition, qui songe et qui interprète ses songes, qui sont toujours très pessimistes, sur sa géniture. Sa mère qui lui a dit et qui va lui redire ce soir après la sépulture du père, « Clovis, exerce-toi à planter tes jambes. Si tu as des jambes de houblon qui tremblent, tu seras aussi vite destitué que hissé. » Ainsi le veut la coutume chez les Francs. Il pense à ses sœurs, Alboclède, Aldoflède, et surtout la petite Lantéchilde, qui est tout en blondeur du chef et blanche de pommette. Sa petite sœur qu'il voit partir au long de l'Escaut chaque matin pour aller chercher dans sa corne d'or quelques gouttes d'hydromel, de l'arbre sacré qui s'appelle l'hydragile, et qui se joue des saisons, et qui fleurit et est vert comme été. Il pense aussi à sa lignée, dont son magistère Eleutéros lui a tellement parlé. Il pense à Francion, le premier contemporain d'Énée, qui est parti de Troie. Énée est parti en Italie, lui est parti vers le Danube avec une troupe de jeunes gens qui ont admiré son courage, les Franci, Francion, Franci. Ils se sont arrêtés en Sicambria après avoir traversé le Danube à la nage sur des boucliers d'osier. Et puis, après la Sicambria, Sicambre, ils sont arrivés à Tournai. On sait trop comment. Et puis le petit Clovis pense à lui, à son destin, à son sort, qu'il ne connaît pas. Ses sœurs se sont occupées de lui parce que de sa parure, parce que les reges criniti, les rois chevelus, sont respectés à la mesure de leur prospérité capillaire. Un roi chez les Francs est le seul à avoir les cheveux longs. Et pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit plus beau, pas seulement pour sa femme, il faut qu'il soit le plus beau et qu'il soit le plus rigoureux. Et chez les Francs, les cheveux blonds, ça sert à cela. Donc il pense à sa parure. Clotilde dira un jour, beaucoup plus tard, je préfère les voir morts
que les cheveux courts. Il pense à ces exercices d'enfant. Il ne s'agit plus maintenant de s'exercer à la hache de G, mais de commander des centaines de haches. La hache de G qu'on manipule dans les immensités pour viser un front et le partager. Les Francs sont capables de cela. Il est capable de cela. Mais surtout, il pense à son enfance qu'il n'a pas eue, parce que chez les Francs, il n'y a pas d'enfance. Alors, il attend le lendemain. Le lendemain, c'est le pavois. C'est la prise de la Framée. La cérémonie du pavois se déroule en 2 temps, 2 protocoles. Le premier protocole est un protocole germanique. Clovis monte sur le bouclier géant qui va être porté par 12 de ses soldats et qui va tourner comme un disque solaire. Ah, déjà, le soleil. Ensuite, il va recevoir la Framée et il sera ainsi le Rex Francorum, le roi des Francs. Et le deuxième protocole est un protocole romain. On lui remet le diplôme de l'empereur pour l'administration de la Belgique seconde, dont il est désormais responsable. Il est fait ainsi rector provincier, recteur de la province. Il a le titre de vir magnificus, ce qui est juste au-dessous de vir illuster. Et donc il est un chef de tribu associé à Rome par un ancien fédus, un ancien traité. Clovis, à 15 ans, règne. Au soir de la cérémonie du pavois, il reçoit une lettre de l'archevêque de Reims. Il se précipite à Reims. On n'est pas très loin. Tournai, Reims. L'archevêque le reçoit dans ses vignes. Il lui fait goûter d'ailleurs une sorte de boisson piquante, désagréable pour le gosier. Clovis préfère la bière. Et après lui avoir écrit une lettre splendide dans laquelle Rémy lui dit « Si vous entendez bien avec nous, on pourra vous aider à résoudre vos problèmes, qui sont immenses. » Rémy trouve les mots d'entrée. Il lui dit « Vous êtes jeune, je sais, mais moi, j'ai été nommé évêque à 22 ans. Donc je sais ce que c'est que la jeunesse et l'audace. » Alors la situation est la suivante, Clovis. Je vais vous parler avec l'affection que j'avais pour votre père et que je reporte sur vous. Je me moquais des païenneries de votre père, mais il avait pour les Nicéens, les chrétiens nicéens, du respect. Et donc, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, avec un devoir de vérité. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a plus d'empire. Il y avait un petit jeune homme comme vous qui s'appelait Romulus Augustule. En 476, c'est-à-dire il y a 5 ans, il a été éjecté par un skyre, un barbare, Odoacre, qui a impacté les insignes consulaires et qui les insignes impériaux, qui les a envoyés à Constantinople. Donc il reste la pars orientalis de l'Empire, mais la pars occidentalis a disparu. Et donc la nature a horreur du vide.
Et par rapport au vide, il y a le trop-plein. D'abord, il y a vos voisins qui sont dans la convoitise. On dit souvent, pour nuire, il faut être proche. On ne trahit bien que quand on a d'abord passé un bon bail de fidélité. Vos cousins n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir prendre votre domaine. Les Saliens, il y a plein de petits rois saliens, il y en a jusqu'au Mans. Ragnacair, Chararic, etc. Ils attendent, ils guettent la faute. Il y a les ripuaires, c'est-à-dire d'autres francs. Il y a les francs saliens, mais aussi les francs ripuaires sur le Rhin. Ceux-là aussi rêvent de réunir les deux royaumes. Et puis il y a Syagrius, Rex Romanorum. Il est vir illuster, il est au-dessus de vous. Et lui, c'est un Romain. Il n'y a plus d'empire, mais il y a encore un Romain. Donc lui, c'est l'évêque qui parle, il faut le liquider. Sinon, il va vous liquider. Mais surtout, il y a le barbaricum arien. Et il explique à Clovis, voilà, on va les prendre un par un. Il y a les Alamans, ce sont des païens. Ils bougent tout le temps, les Alamans. Ils migrent. Ils ne restent pas en place. Ils cherchent leur espace vital. C'est comme ça depuis toujours et ce sera comme ça tout le temps. Mais ce n'est pas les plus dangereux. C'est les plus vaillants à la guerre. Il y a les Vandales, mais eux, ils sont loin, en Afrique. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils viennent vous agresser. Non, les dangereux sont les suivants. D'abord, les Burgondes, avec un roi qui s'appelle Gondebaud. Alors, on a de la chance, dit Rémi à Clovis, parce qu'en ce moment, le roi Gondebaud est très occupé, parce qu'il a 4 frères, et il les assassine les uns après les autres, donc il en reste 2. Donc ça vous laisse un peu de répit. Plus dangereux encore, Théodoric. Théodoric, qui se fait appeler Flavius Theodoricus. Donc lui, il se prend pour un empereur. Il a fait un sort à Odoac, qui n'est pas resté longtemps. Et Clovis écoute éberlué ce que l'évêque lui raconte. Il dit, voilà, il est arrivé devant Odoacre, Théodoric, il l'a coupé en 4 avec son épée, et ensuite il a levé son épée dégoulinante en criant, dans cet homme-là, tout est mou, il n'y a pas d'os. Et puis il y a Alaric, c'est le plus puissant. Alors Alaric, il a l'espace, l'appétit, la puissance. Il a succédé à Euric, qui était un barbare très violent. Lui, il est tout autant, mais un peu plus timoré. Il est dans la concupiscence du franchissement de la Loire. Il est au sud de la Loire, il occupe l'Aquitaine et l'Espagne. Donc le jour où il va décider de franchir la Loire, c'est fini. Et pour tout dire, nous, mes frères en l'épiscopat, c'est pas moi qui parle, c'est l'évêque. Mes frères en l'épiscopat, nous pensons qu'on s'est réunis à la conférence des évêques et on s'est dit le risque le plus sérieux, c'est que la Gothia succède à la Romagna. La nature horreur du vide, la Gothia. Alors Clovis dit, si je comprends bien, donc je n'ai aucune chance de survivre. Si, mais à une condition. Les maisons mitrées sont à votre disposition, car il fait bon vivre sous la crosse. Clovis demande quelques explications sur ce langage ecclésiastique que Rémi va lui fournir immédiatement. Voilà. Dans le temps, il y avait un défenseur civitatis partout, dans les diocèses, un Romain qui était chargé de défendre le peuple.
ils ont disparu. Et donc, le défenseur civitatis, qui incarne à la fois la potestas et l'auctoritas, qui répare les chemins et qui s'occupe du chemin des âmes, les deux, c'est l'évêque. Les évêques ont du prestige, de l'autorité. On peut citer quelques noms. Sidoine Apollinaire, l'évêque de Clermont. Eucher, l'évêque de Lyon, une figure. Lupus, qui deviendra Saint-Loup, l'évêque de Troyes. Ananius, que certains traduisent par Saint-Aignan, Saint-Aignan, évêque d'Orléans. Germanus, Germain d'Auxerre. Russicius, évêque de Limoges. Volusien, évêque de Tours, etc. Que des figures admirables. Tous sont passés de la toge à la chasuble. Ils appartenaient à la noblesse sénatoriale romaine. Et donc, ils tiennent le peuple. Le peuple a confiance en eux. Dans une période de grands troubles, où on voit passer les Hérules, les Sarmates, les Saxons, on ne sait plus à qui on peut se fier. Immense trouble de l'esprit public, mais il y a les évêques. Alors Clovis, qui n'a que 15 ans, mais qui a une maturité quand même de guerrier franc, la guerre, ça fait mûrir. Il ose lui dire, ben oui, mais moi je suis païen. Et les autres, ils sont chrétiens. Les autres barbares. C'est exact. Les Burgondes, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales sont chrétiens. Mais d'une forme de christianisme condamnée par l'Église catholique depuis le concile de Nicée en 325. Ils sont chrétiens ariens. Ils sont chrétiens, mais hérétiques. C'est-à-dire qu'ils ont suivi Arius, qui était un prêtre égyptien, et qui a proclamé que le Christ n'était pas de la substance du Père. Et donc qu'il y avait un Dieu unique. Quand Clovis entend ça, il dit « c'est pas très loin de ce que nous on pense avec vos temps. Nous on pense à un Dieu unique, tout-puissant. Si les chrétiens ariens pensent qu'il y a un Dieu unique, une seule personne, on n'est pas très loin. » Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un prêtre qui s'appelait Ulfila, un évêque même, qui a traduit la Bible dans les langues gothiques, et du coup les Goths sont devenus ariens. Écoutez le coup de maître des évêques, et de l'évêque Rémy, en particulier l'archevêque de Reims. Il regarde Clovis dans les yeux et lui dit, voilà, je vais vous faire une confidence. On a deux solutions, nous les évêques. Ou bien on s'attache à un cadavre, l'institution romaine, mais c'est mort. Mais au moins on a été fidèle jusqu'au bout. Ou bien on va vers les barbares. On en choisit un. On se bat pour lui, pour qu'il se batte pour nous. Et on préfère à tout prendre un païen de bonne volonté, vous, que n'importe quel arien qui de toute façon est notre ennemi et qui veut notre peau. Il y a eu deux conciles. Il y a eu Nicée en 325 et Chalcédoine en 451, l'année des chants cataloniques, pour condamner l'arianisme. Normalement, si on ne fait rien, l'arianisme domine l'ancien empire romain d'Occident.
Et comme il est très présent en Orient, c'est fini. Pour la foi nicéenne. Nous, on joue la carte Clovis, je vous le dis. Alors jouez la carte des évêques. Si vous jouez la carte des évêques, on va vous aider. Le marché est conclu. À partir de cet instant, Clovis repart de Reims, réunit ses instructions et leur dit, voilà, ça fait 5 ans qu'on a des fourmis dans la Framée, tous. On va à Soissons, au château d'Albâtre. On va sortir de sa chambre, si Agrius, le vir illuster. Les instructions qui entourent Clovis sont confiants parce qu'en fait, les Francs ont 3 armes, une arme stratégique et 2 armes tactiques. L'arme stratégique, c'est le groin de sanglier. C'est-à-dire qu'ils avancent, non pas en ligne, mais en triangle. Et les plus forts sont au bout du triangle, comme un groin qui vient fouir et transpercer la ligne d'en face. Et les 2 armes tactiques, c'est la hache de G, qui vient partager les fronts de manière égalitaire. Cervelle, cervelle, cerveau droit, cerveau gauche. Et surtout, une autre arme que je vous invite avec moi à découvrir ce soir au Montancier. C'est magnifique. Ils ont trafiqué des épieux qui s'appellent les angons. Retenez ce mot, ça peut vous servir. Ce sont des épieux avec des pointes en barbelure. Et quand vous plantez l'épieu dans le corps de l'adversaire, ça fait l'effet d'un hameçon. Et plus il va se débattre, plus la plaie va être généreuse. Voilà. Et donc, les choses se passent comme prévu. La supériorité des Francs, en quelques heures, balaye Syagrius. Ah, Syagrius, il disparaît du champ de bataille. Intéressant. C'est un indice, c'est un aveu. On le retrouve où? On le retrouve à Toulouse, chez les Visigoths. C'était donc bien la preuve que l'évêque avait raison. Ils sont en train de m'encercler, pense Clovis. Une fois qu'il a vaincu Syagrius, il accorde, selon la coutume franque, un quart de lune de picorée. Alors ils partent, ils courent le pays, vont jusqu'à Reims et ils ramènent des bêtes, c'est très précieux à l'époque, des pieds de vigne qui volent à l'évêque vigneron, mais aussi évidemment des psautiers, tout ce qu'ils peuvent revendre, tout ce qu'ils peuvent fondre, des calices évidemment, des ciboires, des reliquaires très prisés. Et tout est déversé au pied du château d'Albâtre, sous un grand chêne, pour le tirage au sort. La règle, c'est le tirage au sort. Alors, le tirage au sort, c'est le chef a 1 part sur 5 et les hommes ont les 4/5. Bon. C'est comme ça depuis toujours, c'est une coutume germanique. Et là, Clovis se dit, se souvenant de la conversation que j'ai rapportée tout à l'heure, l'évêque Principus, le frère de l'évêque de Reims, qui est l'évêque de Soissons, est venu me voir pour me dire on a perdu le calice de l'archevêque. Il sait que des gars de chez vous sont venus piller la cathédrale de Reims, donc il faut récupérer ça si vous voulez. Si vous ne faites pas ça, le nécessaire, c'est la brouille. Donc Clovis tente une opération séduction qui va échouer. Pourquoi? Parce que c'est la règle, le tirage au sort. Donc il demande que le vase de Soissons, en fait de Reims, soit mis hors part, ce qui est refusé. Il insiste, la troupe est partagée. Et là s'approche
un guerrier effronté, immense, blême, comment dire, la barbe mal élaborée, le regard trouble, je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à Castaner. Et donc il dit, tu n'auras que ce que le sort t'aura donné. Clovis, qui est déjà très malin, se dit, la vengeance, c'est pour les personnes privées. Un roi ne se venge pas. Il élimine. Les vertus publiques ne sont pas les vertus privées. Et donc, finalement, il négocie. Il isole, comment je l'ai appelé, le gars, là, il récupère le vase, et il va aller porter le vase de Reims à Rémy. Il attend 1 an, le champ de Mars, il retrouve le gars, et là, avec la hache d'arme du gars, il l'abat, il le tue. C'est très important parce que les 2 règles des Francs sont respectées. Tout est sauf. La première, le tirage au sort. On ne peut pas dire que Clovis a piétiné la loi franque. Il a fait preuve de bonne volonté. Et en même temps, il y a une autre loi, c'est que le chef a le droit de vie et de mort sur ses hommes. Il a attendu 1 an, c'est raisonnable. Une fois qu'il en a eu fini avec le vase, l'archevêque de Reims fait passer un message aux 12 diocèses de sa juridiction pour leur dire « Recevez le jeune roi de Tournai », comme on l'appelle. Lui, il a une idée, c'est de récupérer, à côté de la Belgique seconde, toute la partie qui va de Senlis, Lutèce, etc. Là, il va se heurter à une diaconèse qui est en même temps curialis et qui s'appelle Geneviève. Geneviève a du prestige parce que c'est elle qui a arrêté les Huns. Elle a empêché la population de Lutèce de fuir. Elle a étendu les bras. Elle a regardé Attila dans les yeux de loin. Elle a prié le ciel. Et Attila a senti qu'il ne fallait pas venir se frotter à cette dame de 7 fois 10 ans. Et qui est dans le cœur de tous les habitants de Lutèce. Ils vont s'entendre. Elle lui dit simplement, je vous demande une chose, ce n'est pas de vous convertir, non, vous en êtes incapable. Vous n'êtes pas arien, vous n'êtes rien. Ce que je vous demande, c'est d'aller à Tours pour libérer le tombeau. Parce qu'en fait, on ne peut plus aller faire un pèlerinage à Tours. Les Visigoths, maintenant, qui ont liquidé l'évêque, ont pris le territoire en main. Et à ce moment-là, il se passe une chose tout à fait inattendue. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer les partenaires et les voisins en politique. Clovis revient à Soissons et là, il apprend que Théodoric a changé de stratégie. Ce n'est plus une stratégie guerrière. Son nouveau principe, c'est on va mettre de l'amour là où il y a la guerre. C'est une stratégie matrimoniale. Il appelle Clovis et il dit à Clovis, ta sœur me plaît. Alboclède. Elle n'a pas le choix. Lui non plus. Il va falloir qu'elle devienne arienne.
Elle ne supporte pas Théodoric parce qu'elle dit quelque chose du genre sort de sa bouche infectée chaque matin une bave jaunissante qui vient du creux de ses molaires gâtés. Il est taillé comme une asperge. Il se prend pour un empereur. Elle n'a pas le choix. Ensuite, il fait un autre coup. Il va marier sa fille Théodogote avec le roi Alaric, le roi des Visigoths, qui devient son gendre. Ensuite, il fait un autre coup. Il marie son autre fille, Ostrogoth, avec Sigismond, le fils de Gondebaud, le roi des Burgondes. Ensuite, il fait un autre coup. Il marie Amalafred, la dernière fille, avec le roi des Vandales. Tu pars pour l'Afrique, ma petite. Thrasamund. Et le Vandale, ce n'est pas un sentimental. Les évêques autour de Rémy constatent que ce sont des fins politiques. Et à ce moment-là, Avitus, l'évêque de Vienne, qui est aussi intelligent que Rémy, souffle à l'oreille de Rémy une idée. Regardons bien. Quel est le point faible? C'est les Burgondes. Pourquoi? Parce que les Ostrogoths veulent la Burgondie, alors que les Visigoths veulent le royaume de Tournai. Si on propose un mariage franc-burgonde à Gondebaud, il ne peut pas refuser, parce que ça permet de desserrer les taux. On envoie un émissaire là-bas, mais ça ne sert à rien d'envoyer un émissaire à Gondebaud, puisque de toute façon, il a tué le père et la mère de 2 filles qui sont en exil chez Godégésil, son dernier frère, qui s'est enfui à Genève. Il y a une deuxième jeune fille qui a l'éclat de ses 17 ans et qui s'appelle Clotilde. Elle est catholique, sous l'influence de sa mère. Elle passe ses journées à pleurer dans les alpages. Elle ne veut plus voir personne. Il faut l'approcher, la petite, et lui dire « Tu vas épouser le roi des Francs ». Donc elle dit non. Mais les évêques ont des arguments. Un évêque, comme argument, il a les 2 testaments, les clés du ciel. Et donc Rémy dit à la petite, Saint Paul a dit, la femme fidèle peut racheter l'homme infidèle. Donc, feu vert. Mais elle dit, mais lui, demandez-lui de se convertir. Donc, ils font une démarche auprès de Clovis qui dit, moi, me convertir, attendez, moi, c'est Wotan, moi. Il y a même un lien de parenté avec Wotan, puisque la femme de Clodion, un jour, sur la plage, est allée dans l'eau, elle a retrouvé le Kinotaure, il y a eu un enfant, c'est Mérové. Donc, il y a une accointance royale, il y a de la semence. Donc, Wotan, c'est Wotan. Et en plus, il dit, Wotan, c'est un dieu puissant. La preuve, si Agrius, c'est un Romain chrétien, on l'a liquidé. Wotan, c'est la puissance. Vous avez un Dieu de miséricorde, de faiblesse. Moi, je n'aime pas votre côté victimaire. Donc, ça va être dur. Finalement, ils discutent, et on arrive à l'accord suivant.
Ça sera un mariage civil, more germanico. Bon. Mais la géniture sera baptisée, selon le baptême de Nicée. Donc, Clotilde l'accepte. Il faut dire qu'entre les deux, ils se sont vus. Elle a vu Clovis. À l'époque de la chute de l'Empire romain, il y a beaucoup de... Là, elle voit un vrai mec, quoi. Et lui, on lui a décrit Clotilde comme un regard de braise voilé de tristesse cendrée. Après, il a un mouvement de recul parce qu'on lui dit, c'est Avitus qui fait la gaffe, qui dit, elle est comme sa mère, d'une haute frugalité. C'est une femme d'astinence, de sobresse et de jeunerie. Oui, mais moi je veux pas de ça, moi. Moi je veux une Valkyrie, moi, sulfureuse. Bon, finalement ça s'arrange. Bon, il la trouve merveilleuse, elle le trouve merveilleux, et c'est un mariage d'amour qui va durer. Clovis est plus intelligente que lui. Et donc, elle va lui faire passer tous les messages. Et tous les soirs, avant de s'endormir, il fait la petite picouse en disant « Tu vas aller longtemps voir tes ruches le matin pour savoir s'il y a de l'hydromel ?» Et elle lui dit des choses du genre parce que lui, il pense qu'au miel, bon, le miel sacré, et il lui dit « Le Christ a dit qu'on était le sel de la terre, pas le miel de la terre. » Bon, il ne comprend pas toutes les subtilités, mais ça le travaille. Et finalement, il lui dit, j'ai appris que l'oncle Fichebert, qui boite depuis si longtemps, est atteint du feu persique, une maladie pestilentielle qui consume les chairs et les sépare des os. Il est en triste état, les Alamans l'ont senti et lui courent après, à Tulpiacum, à Tolbiac. Donc il faut partir à Tolbiac. Il part à Tolbiac avec ses Francs, ravi d'en découdre, d'en finir avec les Alamans. Ça se passe mal. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une stratégie d'avance, une arme stratégique d'avance, on vous copie. Et les Alamans, ils font le coup du groin du sanglier. Et il y a deux groins face à face. Quand il y a deux cochons en face, il y en a un de trop. Et donc ça se passe mal, il est isolé, il est presque perdu. Et là, il implore Wotan. Dieu Wotan, donne-moi la victoire. Il n'y a pas de réponse. Et là, il entend, en fait, dans son oreillette, Clotilde qui lui dit, c'est normal qu'il n'y ait pas de réponse, il n'existe pas. Et il se dit, bon, Wotan, le dieu de Clotilde, je fais un appel d'offres. Et il dit au dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, j'irai jusqu'au baptême. Il met un genou à terre, pas les deux, mais un. Il obtient la victoire. Il tue, non, il ne tue pas. Il met en fuite le chef Alaman. Et il est tellement content qu'il fait une chose inouïe. Il y a des prisonniers alamans, par centaines, il les libère. Cet acte de clémence, Clotilde n'en revient pas. Le pardon, cette alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance, dit l'évêque Avitus. Il pratique le pardon alors qu'il est dans le culte de Wotan. Quel est donc ce chrétien qui s'ignore ? Saint Vaste, l'ermite, qui vient le voir et qui lui dit « Parfois, il y a des actions qui précèdent la pensée. » Alors, Clotilde, qui est en relation avec Geneviève, qui va mourir en 502,
et qui est en relation avec Rémi, fait part de ses doutes. Elle leur dit ceci. Depuis des années, nous tentons les uns et les autres de passer par la raison. Les articles de la foi que dans l'éloquence discoureuse des uns et des autres, nous portons à la connaissance de Clovis, sont comme une graine dans un pot qui sèche sur pied. Parce que tout ce qui passe par la raison, par exemple l'explication de la Trinité, c'est pour lui quelque chose d'inaccessible. Il en revient toujours à cette idée, un Dieu, c'est la puissance. Un Dieu, ça donne la victoire. Si c'est un Dieu de faiblesse, ça ne m'intéresse pas. En plus, un Dieu en 3 personnes, c'est pas possible, je préfère être arien. Alors, il faut dire qu'il est travaillé par l'Antéchilde, qui au palais fait venir des prêtres ariens dans les cuisines. Et donc, il assiste à des confrontations entre la sœur et la femme, l'Antéchilde et Clotilde qui met les prêtres ariens dehors. Donc, il n'a pas fait son choix. Et Rémi, nouveau coup de génie, dit à Clotilde, il y a une solution. Après tout, c'est Martin. Il faut l'emmener à Tours. À Tours et ensuite, dans la foulée, déclencher la bataille contre les Ariens visigoths. Clovis accepte de partir à Tours pour la fête de Martin. Il arrive à Tours, il voit la basilique avec le toit de lame d'étain, caressé par les nuages d'automne. Au moment où il entre sous le porche pour déposer ses armes, conformément à la coutume, il croise une armée de cierges qui viennent de tous côtés, qui se bousculent. On entend un bourdonnement d'invocations, d'actions de grâce, de gémissements. Dans la nef, des odeurs multiples qui se croisent de tous les encens du monde, de l'Orient et de l'Occident. Et puis, il s'approche du tombeau à l'entrée du chœur, le sépulcre, sous le ciborium, avec une grande couronne votive qui se balance entre les milliers de cierges. Une foule de fiévreux, d'hallucinés, de boiteux, de forcenés. Des hurlements, des prières, des chants byzantins. Soudain, juste à côté de Clovis, il est devant le sépulcre, derrière la balustrade. Soudain, il voit un énergumène qui a la bave écumante à la bouche et qui se vide en marchant. Il est immense, il a les membres tors. Il enjambe la balustrade, il s'allonge sur le sépulcre et de sa main gauche, il gratte le marbre. Et avec ses grands bras, il embrasse ce sépulcre en criant « Martin, Martin !» Puis il se lève, il part en courant en disant « Tu m'as guéri, tu m'as guéri !» Clovis se retourne, et au moment où il se retourne, une jeune femme arrive, couverte de pustules et d'ulcères, traînée par un enfant, jusqu'au cercueil. Elle passe la main sur la balustrade, elle gratte à son tour de la main gauche le marbre du sépulcre. Soudain, elle prend un peu d'huile dans la lampe du ciborium. Elle enduit ses paupières et elle murmure à son enfant en le prenant dans ses bras, en le serrant dans ses bras. « Ah, mon fils, comme tu as grandi !» Et là, Clovis tombe à genoux, je cite le chroniqueur.
L'évêque Nucessius tombe à genoux aux pieds de Monseigneur Martin. Qu'est-ce qui s'est passé? Une chose très importante et inattendue. Ce Christ qui s'est laissé clouter sur 2 poutres et qui symbolise la victime et l'impuissance, je l'ai rejeté. Mais là, on a un apôtre qui s'est nourri de pain trempé, qui dormait sur un fagot de bois, qui était le pauvre parmi les pauvres, respecté par les pauvres, qui démolissait les idoles. Et ce pauvre d'extrême pauvreté est aujourd'hui le symbole, depuis qu'il est mort, de l'extrême puissance. Ce contraste, cette harmonie contrastée entre l'extrême pauvreté, l'extrême faiblesse, l'extrême nudité, l'extrême puissance le touche. Il se dit, mais alors, il touche du doigt la notion d'intercesseur. Il se dit donc, ça veut dire qu'en fait, les Nicéens peuvent accoler les mots faiblesse et puissance. Ça change tout. Et puis, en relevant les yeux, il découvre la capa, ce qu'il en reste, la moitié, la capa, la cape, le manteau déchiré, la déchirure christique. Et dans le miroir de la capa, dans le miroir de Martin, il cherche à définir en lui, à dessiner en lui une nouvelle royauté de pauvreté, de miséricorde, d'oblation, pour devenir le roi du peuple. Tant que le roi sera le roi du peuple, la monarchie sera légitime. Le jour où le roi sera le premier des gentilshommes, la monarchie est morte. Il se tourne vers Clotilde, qui a la tête enfouie dans les mains, qui prie, qui supplie, qui attend la grâce. Et il lui dit seulement, je pars vaincre les Ariens. Il ne dit plus les Visigoths. Il part avec ses hommes vaincre les Ariens, à Vouillé, près de la Boivre, près de Poitiers. Il a le soutien de l'empereur, Anastase, qui a déclenché une armée contre les Ostrogoths pour les fixer sur place. Il a le soutien de Sigismond, le fils de Gondebaud, les Burgondes, dans le Limousin. Il a ouvert 3 fronts. C'est un stratège. Et à Vouillé, la bataille se termine par un face-à-face entre lui et Alaric. Clovis est plus fort qu'Alaric. Il le tue. Et lorsqu'il lève son scramasax, il s'écrie « Les Ariens sont morts ». Il recevra une lettre de l'évêque Avitus qui résumera ce qui vient de se passer. Votre foi est notre victoire. Parce que dès qu'il a vaincu, il veut revenir à Tours. Parce qu'il sait qu'après Tours, il ira à Reims. Votre foi est notre victoire. C'est-à-dire, votre victoire contre les Ariens, c'est la victoire de l'Église nicéenne, sur laquelle toutes les Gaules eussent été ariennes. Et là, il se passe une chose extraordinaire. Il revient à Tours. Il entre dans la basilique. Il se trouve face à face avec l'ambassade byzantine, qui lui remet un diptyque d'ivoire. Il ouvre le diptyque et il y a les insignes consulaires
Il y a le diadème, il y a la chlamyde. Il revêt la chlamyde, il coiffe le diadème, et il va tourner dans la ville selon la méthode romaine de l'adventus, c'est-à-dire qu'il est princeps, il a un diplôme de l'empereur Anastase qui signifie qu'il est une sorte de vice-empereur. En tout cas, il est consul romain. Le chef barbare Clovis est consul romain. À partir de cet instant, il décide de devenir catéchumène. Il retrouve Rémi à Reims. Il va accepter l'enseignement préparatoire au baptême et arrive le jour du baptême. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une difficulté. Il ne peut pas se faire baptiser tout seul. Parce qu'il y a les 3000 en Trustion, sa garde personnelle, qui eux sont dans le culte de Wotan. Si jamais il se fait baptiser tout seul, ils vont le tuer ou le destituer. C'est une trahison. Alors il leur explique, et Grégoire de Tours explique ça très bien, il leur explique ceci. Si on avait été là au Golgotha, nous les Francs, on aurait défendu le Christ. Et donc, en fait, par cette phrase, il laisse entendre que les soldats restent des soldats et qu'ils vont devenir les soldats du Christ. Les soldats de l'archevêque de Reims, de la foi de Nicée. Le jour du baptême, le jour choisi, c'est le 25 décembre, la Noël, alors que les baptêmes se font à Pâques. C'est un symbole, la Noël. Avitus parlera même du Noël de l'Occident. Le baptême sera un baptême par immersion dans la cuve baptismale, dans le baptistère de Reims, alors que pour les Antrustions, qui sont 3000, ce sera un baptême par aspersion. Il y a toute une procession solennelle. On marche sur des gerbes de thym et de romarin qui sentent fort, qui sentent bon. C'est comme un printemps. Il y a des cassolettes devant toutes les portes, d'où s'évadent des fragrances paradisiaques. Et devant le porche de la cathédrale de Reims, il y a tous les évêques. Tous les évêques du monde arien. C'est la raison pour laquelle je pense que le baptême a lieu après Vouillé, puisque sinon ils n'auraient pas pu venir. Ils sont tous là et ils vont tous imposer leurs mains. Lorsqu'on fait dire à Clovis, lorsqu'on dit à Clovis, fier Sicambre, courbe-toi, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Vous connaissez l'histoire de la colombe. Il y a un trouble. On n'a pas le Saint-Crème pour la confirmation. Le diacre qui devait apporter le Saint-Crème ne peut pas pénétrer dans la cathédrale tellement il y a de monde. Et une colombe entre par une baie vitrée, dépose l'ampoula, la petite ampoule, dans les mains de l'archevêque. Clovis est baptisé. À partir de cet instant, Clovis et Clotilde considèrent que les urgences s'inversent. L'urgence des urgences, c'est d'aller visiter la France, de faire des donations pour aider l'Église, pour se mettre au service de la foi nicéenne. Il va fonder une ville qui s'appellera Paris, l'ancienne Lutèce. Il va réunir un concile en 2011 pour que les choses soient claires dans la distinction entre le temporel et le spirituel.
qui ne sont pas séparés, qui se distinguent, mais qui s'irradient l'un l'autre. Travail admirable de civilisation. Et enfin, il va adapter la loi salique au droit romain pour devenir un passeur de la civilisation romaine. Bientôt, il s'affaiblit, il va mourir, et au moment de son agonie, il fait venir sa famille, Clotilde, toujours aussi aimante, et puis ses enfants, Childebert, Clodomir, Theuderic, son premier fils, et puis la petite Clotilde, la dernière. Je cite dans mon livre une lettre qui est la lettre que Clovis a laissée à ses enfants. Cette lettre, j'ai pu la reconstituer. Je vous en donne quelques bribes. Elle est in extenso dans mon livre. Mes chers enfants, lorsque vous lirez cette lettre, je ne serai plus là. Sachez seulement que notre famille aura, dans la suite des temps, incarné le pouvoir que j'ai tenté d'incarner en réunissant les Germains et les Romains. Il explique qu'il est le conquérant s'est laissé conquérir par sa conquête. Et puis ensuite il dit, dans la religion nicéenne, qui a créé une société à son image, le pouvoir est 2 fois borné, ou plutôt relié. Il est relié au temps long par la famille. Lorsque vous serez roi, vous ne serez qu'un maillon dans l'immense chaîne du temps long. Vous ne serez qu'un dépositaire, un emprunteur d'un temps qui vous dépasse, qui vous surpasse, qui vous précède et qui vous engloutit. Évitez l'oubris des Grecs. Le pouvoir est un accomplissement, c'est un service rendu. Relié au temps long par la famille, relié à la sacralité, relié au sacré, nisi potestas ad Deo. Il n'y a pas d'autre contre-pouvoir pour le roi que la conscience, c'est-à-dire l'agonie à venir. Lorsque chacun d'entre vous, ayant été roi, se trouvera au terme de sa vie, il sera face à la question ultime, l'immense question: qu'as-tu fait de ton royaume? Cela doit vous fournir à chaque heure de votre vie ce que la conscience dépose en chacun d'entre nous, le scrupule. Soyez des rois scrupuleux. Il n'y a pas d'autre contre-pouvoir que le scrupule. Si vous suivez l'instinct, la famille, le scrupule, la conscience, vous serez des rois respectés. Et il ajoute ceci pour finir. Notre famille aura à porter dans la suite des temps la moitié du manteau de Martin. L'autre moitié sera portée par le peuple. Il faut que les uns et les autres s'en montrent dignes. J'ai voulu écrire ce livre parce que quand on ne sait plus où on habite, il faut inviter les nouvelles générations à rebrousser chemin pour savoir d'où l'on vient. Clovis est le roi fondateur. Il l'est 2 fois. Il l'est d'abord parce que c'est lui qui a dessiné, qui a combiné par ses victoires les territoires qui ont composé la France. Et il l'est aussi parce qu'il a été le passeur de la Romanitas. Il a porté la civilisation romaine. Il s'est laissé conquérir. S'il n'y avait pas eu Clovis, la Gothia aurait succédé à la Romagna.
Pendant des siècles, on a passé sous silence ce fait-là. Et depuis plusieurs années, plusieurs décennies, on cherche à isoler le baptême de Clovis du baptême de la France. Le baptême de Clovis, c'est le baptême de la France parce que si Clovis n'avait pas existé, la France eût été arienne. Que cela soit dit. Et par les temps qui courent, dans cette période de grandes troupes que nous vivons, je suis content d'avoir écrit ce livre. Je vous en fais la confidence. Ce fut un compagnonnage passionnant. J'ai écrit ce livre à la première personne pour lui donner de la chair, du relief. Je suis content parce que tous les jeunes que je vois et qui viennent me faire signer mon livre découvrent Clovis. Et en découvrant Clovis, on découvre la part la plus mystérieuse et la plus importante de la France. Clovis revient. Ils sont devenus fous. Un immense merci, Philippe de Villiers, pour votre talent de conteur. Chaque année, nous sommes à chaque fois plus médusés par votre éloquence, par votre humour. Marlène Schiappa, on a pris un sacré coup en début de conférence. Voilà, donc un immense merci. Une fois de plus, vous nous avez nourris et en même temps que vous nous avez nourris, vous nous avez fait sourire et pour cela, nous vous en remercions immensément. Alors, à tout le monde, sachez que Philippe de Villiers vous attend dans quelques instants à l'étage supérieur pour dédicacer son livre. Donc surtout, ne vous gênez pas, c'est la période de Noël. Venez acheter et faire signer votre livre. Philippe de Villiers le fera avec grand plaisir. Et comme je vous le disais en tout début de conférence, nous nous retrouvons le 17 janvier à l'Université Interage où nous recevrons Jean-Frédéric Poisson. Merci à tous.